Le fils d'un général a échoué à tous ses examens, jusqu'à ce qu'une femme de ménage noire révèle son plus grand secret. Lorsque votre nom vous ouvre des portes que d'autres ne verront jamais, le poids des attentes peut devenir une prison dorée. La feuille tremblait entre ses mains comme un drapeau blanc. Gabriel Stone, note, 0/cent. Histoire militaire américaine. C'était le 12e examen consécutif qu'il échouait ce semestre-là. 12-0. 12 coups de poignard dans la fierté d'une lignée militaire qui avait versé son sang pendant 3 générations. Je m'appelle Gabriel Stone. Oui, ce Stone. Fils du général Marcus Stone, l'homme dont le nom est gravé dans les couloirs du pouvoir américain. Héros de 3 guerres. Décoré de l'honneur. L'homme dont la photo trônait dans le hall d'entrée de l'Académie militaire de West Point Preparatory. Pendant 17 ans, ce nom de famille a été mon armure dorée. Les portes s'ouvraient avant même que je ne frappe. Les professeurs me saluaient avec une révérence exagérée. Mes camarades m'entouraient dans l'espoir d'obtenir des miettes de prestige militaire, des anecdotes de guerre, des relations avec le haut commandement. Mais les armures sont lourdes. Et la mienne m'écrasait, étouffant chaque souffle d'authenticité que j'essayais de prendre. Je marchais dans les couloirs où Washington, Patton et Eisenhower m'observaient de leurs yeux peints à l'huile. Chaque pas résonnait comme une sentence militaire. Chaque respiration semblait être une trahison de l'héritage familial. La vérité que personne ne connaissait, j'étais un imposteur complet vêtu de l'uniforme de l'élite militaire américaine. Alors que mes collègues absorbaient les stratégies militaires comme des éponges assoiffées, je bloquais sur la première ligne de n'importe quel texte. Les mots dansaient sur la page comme des ennemis invisibles que je n'arrivais jamais à capturer. Comme un soldat perdu en territoire ennemi, sans carte, sans boussole, sans espoir. Les lettres refusaient de former des rangées organisées dans mon esprit. Elles marchaient en désordre, se mélangeaient, disparaissaient quand j'avais le plus besoin d'elles. Une armée en retraite chaotique, me laissant seul sur le champ de bataille académique. Le pire, personne ne le savait. Pas même mon père, trop occupé à sauver des nations pour sauver son propre fils. Pas même mes professeurs, aveuglés par l'éclat du nom Stone. Pas même les médecins militaires qui m'ont examiné des dizaines de fois à la recherche de problèmes de concentration. Ils cherchaient au mauvais endroit. Le problème ne venait pas de mon corps entraîné à la perfection militaire. Il était dans la façon dont mon cerveau traitait les lettres qui refusaient de former un sens. Comme si quelqu'un avait brouillé un code que tout le monde pouvait déchiffrer naturellement. Dyslexie. Un mot que je connaissais, mais que je n'avais jamais associé à moi-même. Après tout, les enfants de généraux 4 étoiles n'ont pas de difficulté d'apprentissage. Ils manquent de discipline. En cet après-midi sombre d'octobre, je quittais le bureau du colonel Peterson après une nouvelle conversation dévastatrice sur l'honneur de la famille. Ces mots me transperçaient comme des baïonnettes. Ton père a conquis des continents grâce à sa stratégie. Toi, tu n'arrives même pas à réussir un examen basique. Peterson avait servi sous les ordres de mon père en Afghanistan. À ses yeux, je n'étais pas un jeune homme luttant contre des limites invisibles. J'étais une déception ambulante. Une tache sur la réputation d'un héros national. Gabriel, avait-il dit en ajustant la médaille sur sa poitrine, ton père m'a sauvé la vie à Kandahar. Ta famille a versé son sang pour ce pays. Des générations de Stones sont mortes pour défendre notre liberté. Et toi, tu es en train de gâcher un héritage que des hommes meilleurs que toi ont donné leur vie pour construire. Ces mots résonnaient comme des coups de canon, tandis que je descendais le grand escalier. Les murmures me suivaient comme des fantômes. C'est le fils du général Stone. Comment peut-il être si différent? Il a dû être adopté. Chaque commentaire était un coup de poignard dans mon estime de moi déjà en lambeaux. C'est pendant cette descente aux enfers que je l'ai vraiment vue pour la première fois. Une femme noire, peut-être 50 ans, en uniforme bleu délavé, un balai à franges dans la main droite. Elle nettoyait les marches de marbre avec des mouvements précis, presque militaires dans leur discipline. Mais ce n'était pas sa technique qui avait attiré mon attention. C'était le livre. Caché parmi les produits chimiques et les chiffons sales, L'art de la guerre, de Sun DSU. Des pages jaunies, marquées par une utilisation intensive. Le même livre que mon père citait lors de dîners diplomatiques. Le même qu'il m'avait donné en me disant « Ce livre a façonné plus de victoires que n'importe quelle arme ». Le même livre maudit que j'essayais de lire depuis des mois sans dépasser la page 20. Mais il était là, entre les mains d'une femme que la société avait rendue invisible. Et d'après les notes que j'ai aperçues dans les marges, elle ne faisait pas que lire. Elle maîtrisait des concepts que je n'avais jamais pu atteindre. Elle remarqua mon regard et cacha rapidement le livre. Nos yeux se croisèrent pendant une fraction de seconde. J'y vis quelque chose qui me paralysa, une intelligence cristalline.
Pas l'intelligence de quelqu'un qui mémorise des faits. La sagesse de quelqu'un qui comprend les systèmes, les connexions, les stratégies invisibles. Comme regarder dans les yeux un général déguisé. « Excusez-moi, monsieur », murmura-t-elle en continuant à nettoyer. Mais j'avais vu. Et quelque chose avait changé pour toujours. Pourquoi une femme de ménage cacherait-elle un livre sur la stratégie militaire comme s'il s'agissait de contrebande? Pourquoi semblait-elle plus familière avec ces pages que moi, fils d'un général 4 étoiles? Une question a commencé à me brûler l'esprit. Qui était vraiment cette femme? Et pourquoi le système qui m'élevait grâce à mon nom de famille l'avait-il poussée dans l'invisibilité totale? Cette nuit-là, quelque chose de différent s'est produit. Pour la première fois depuis des mois, je ne me suis pas endormi en pensant à un examen raté. Je me suis endormi en pensant à une possibilité qui pourrait tout changer. Et si la personne la plus intelligente de l'académie n'était pas un professeur décoré? Si vous voulez découvrir comment cette histoire va bouleverser tout ce que vous pensez du talent gaspillé et de la justice, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Car le secret que cette femme portait va ébranler vos certitudes sur ceux qui méritent vraiment d'être au sommet. Et si elle était la clé qui me permettrait de découvrir non seulement qui je pouvais être, mais aussi qui le système avait tenté de détruire? Le général Marcus Stone ne criait pas. Les hommes comme lui n'en avaient pas besoin. Sa voix portait le poids des ordres qui envoyaient des troupes à la mort et en ramenaient d'autres vivantes. Quand il parlait, des nations entières écoutaient. Ce soir-là, toute cette autorité était concentrée sur moi. « Gabriel », dit-il sans lever les yeux de son assiette. J'ai reçu un appel intéressant du colonel Peterson. Ma fourchette se figea dans les airs. Le steak se transforma en pierre dans ma gorge. 0 en histoire militaire américaine. Chaque mot sortait avec la précision d'un fusil de sniper. Explique-moi ça. La salle à manger semblait plus petite ce soir-là. Les médailles sur les murs, les diplômes honorifiques, les photos avec 3 présidents différents. Tout me regardait comme une cour martiale silencieuse. Papa, je peux t'expliquer. Expliquer. Il leva les yeux. Bleu comme la glace arctique. Un Stone n'explique pas ses échecs. Un Stone n'échoue pas. C'était la philosophie qui régissait notre famille depuis 4 générations. Du sang versé sur les champs de bataille. Des honneurs militaires empilés comme des trophées. Et maintenant, un fils incapable de lire un paragraphe sur la guerre sans que les mots ne s'enfuient comme des soldats en retraite. Tu as peut-être besoin de plus de discipline, a-t-il poursuivi en coupant la viande avec des gestes mécaniques. La vie a peut-être été trop facile pour toi. Facile. Ce mot a explosé dans mon esprit comme une grenade. Facile, c'était de se réveiller en sachant que mes meilleurs efforts ne seraient jamais suffisants. Facile, c'était de porter des attentes qui pesaient comme des montagnes. Facile, c'était de faire semblant de comprendre les conversations militaires alors que les mots dansaient comme un code indéchiffrable. Je vais parler au commandant de l'académie. Tu as peut-être besoin d'une motivation supplémentaire. Une motivation supplémentaire. Du jargon militaire pour désigner une punition publique, une humiliation calculée, une pression jusqu'au point de rupture. Ce soir-là, après un dîner tendu, je suis monté dans ma chambre et j'ai essayé d'étudier. La même page. Les mêmes mots rebelles. Les mêmes lettres qui semblaient avoir une vie propre. C'est alors que je me suis souvenu d'elle. La femme de ménage avec le livre de Sun DSU. Une idée a commencé à germer. Dangereuse. Désespérée. Révolutionnaire. Le lendemain, je suis arrivé 1 heure plus tôt. Les couloirs vides résonnaient de mes pas comme des battements de tambours militaires. J'ai cherché dans les endroits évidents, les toilettes, les salles de classe, la cafétéria. C'est au 3e étage, près de la bibliothèque abandonnée, que j'ai trouvé quelque chose qui a tout changé. Son chariot était là. Mais elle n'était pas là. Et parmi les produits d'entretien, j'ai découvert une bibliothèque secrète. Il n'y avait pas que Sun DSU. C'était une collection qui aurait fait saliver n'importe quel stratège militaire. Le Prince, de Machiavel, de la guerre, de Clausewitz, la richesse des nations, de Smith. Des livres que je n'avais entendus que mon père mentionner lors de réunions avec des généraux. Chacun était marqué, annoté, étudié avec une précision scientifique. Vous cherchez quelque chose. Je me suis retourné. Elle était là, seau à la main, me regardant avec ses yeux qui m'avaient tant impressionné la veille. Excusez-moi, curieux de savoir pourquoi une femme de ménage collectionne des livres sur la stratégie militaire. Elle a souri. Pas moqueuse. Compréhensive. Asseyez-vous. Elle m'a indiqué une chaise à côté du chariot. Je m'appelle Denise Washington. Vous n'avez probablement jamais entendu parler de moi, mais il y a 15 ans, j'étais le colonel Denise Washington.
La première femme noire a dirigé les services de renseignement militaire de l'armée américaine. Le monde s'est arrêté de tourner. Irak, 2008. Je déchiffrais des communications terroristes lorsque le système a décidé qu'une femme noire n'avait pas accès à certaines informations. Lorsque j'ai remis en question des ordres qui auraient saboté des missions, j'ai été qualifié d'insubordonné. Elle s'assit, les mains toujours posées sur le sceau comme un bouclier. Lorsque j'ai présenté des preuves de corruption parmi les officiers supérieurs, on m'a traité de fautrice de trouble. 15 ans de service. 3 décorations pour bravoure. Un esprit qui a sauvé des milliers de vies. Tout cela détruit parce que j'ai osé remettre en question des hommes qui se considéraient comme intouchables. Devant moi, il n'y avait pas une femme de ménage. C'était une vétérane de guerre. Une stratège. Une femme que le système a tenté de briser et a échoué. Pourquoi me racontez-vous cela? Parce qu'hier, j'ai reconnu quelque chose en vous. Pas de l'arrogance, comme le pensent vos professeurs. De la frustration. La frustration d'un esprit brillant contraint à entrer dans un moule standardisé. Elle a pris son DSU sur le chariot. Vous êtes dyslexique. La question m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Personne ne m'avait jamais dit cela. Ni les médecins, ni les professeurs, ni ma famille. Comment? Parce que je suis dyslexique moi aussi. J'ai appris à reconnaître les esprits brillants prisonniers de systèmes qui valorisent la conformité plutôt que le génie. Denise a ouvert le livre et m'a montré ses notes. Ce n'étaient pas des commentaires aléatoires. C'était un système complet, des couleurs pour les concepts, des symboles reliant les idées, transformant le texte linéaire en carte tridimensionnelle. La dyslexie n'est pas un handicap, Gabriel. C'est un mode de fonctionnement différent. Steve Jobs était dyslexique. Richard Branson aussi. Tommy Hilfiger. Des généraux comme Patton ont lutté contre exactement la même chose que toi. Elle a fermé le livre et m'a regardé droit dans les yeux. Le système militaire adore les soldats qui suivent aveuglément les ordres. Mais les guerres sont gagnées par des stratèges qui pensent différemment, qui voient des schémas là où les autres ne voient que le chaos. Ton esprit n'est pas défectueux. Il a juste besoin des bons outils. Pour la première fois en 17 ans, quelqu'un me voyait vraiment. Pas comme le fils d'un général. Pas comme une déception ambulante. Comme une personne dont le potentiel a été gâché par l'ignorance systémique. Tu m'aiderais. Seulement si tu es prêt à désapprendre tout ce que tu sais sur ta propre valeur, répondit-elle. Et seulement si tu comprends que certains des esprits les plus brillants sont en train de se casser les dents parce que le système préfère gaspiller les talents plutôt que d'admettre ses préjugés. Denise a commencé à ranger les livres parmi le matériel de nettoyage. Réfléchis bien, Gabriel. Si tu veux vraiment apprendre, retrouve-moi ici demain. À la même heure. Mais sache-le, le chemin que je vais te montrer ne rendra pas ta vie plus facile. Il la rendra plus vraie. Elle a pris le seau et s'est éloignée, mais s'est arrêtée. Et Gabriel, quand tu découvriras qui tu es vraiment, prépare-toi. Les gens comme nous dérangent le système. Et les systèmes ripostent. Elle disparut dans les couloirs, me laissant avec une révélation dévastatrice. Je n'étais pas seulement confronté à des problèmes scolaires. J'étais sur le point de découvrir comment les talents sont systématiquement détruits lorsqu'ils osent défier le moule établi. Certaines leçons s'apprennent dans les salles de classe. D'autres s'apprennent dans les coins oubliés où les esprits brillants sont contraints de se cacher. Le lendemain, je suis arrivé 40 minutes avant la première sonnerie. Denise m'attendait dans la bibliothèque déserte, mais cette fois-ci, il n'y avait pas de chariot de ménage. Il y avait une table improvisée avec des livres disposés comme sur un champ de bataille stratégique. Première leçon, dit-elle en désignant une chaise. Oublie tout ce qu'on t'a appris sur la façon dont tu dois apprendre. Elle prit une feuille blanche et dessina une carte mentale. Pas des mots alignés comme des soldats. Des connexions visuelles. Des couleurs représentant des concepts. Des symboles qui transformaient des informations linéaires en un paysage tridimensionnel. Ton esprit ne traite pas le texte comme celui des autres. Il traite des schémas, des connexions, des systèmes entiers. Le problème n'a jamais été ton intelligence. C'était la méthode qui t'était imposée. Au cours des premières semaines, quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire. Denise m'a appris à lire l'histoire comme une stratégie vivante, palpitante. Les batailles n'étaient pas des dates à mémoriser, mais des décisions humaines chargées d'émotions à analyser. Les conflits n'étaient pas des faits lointains et poussiéreux, mais des schémas qui se répétaient à travers les siècles comme les battements du cœur de l'humanité. Napoléon a perdu à Waterloo pour la même raison que Hitler a perdu à Stalingrad, expliquait-elle en reliant des points colorés sur la carte mentale. L'arrogance stratégique. Sous-estimer l'ennemi. Des lignes d'approvisionnement étendues au-delà du raisonnable.
Pour la première fois de ma vie, ces mots avaient un sens. Non pas parce que j'avais mémorisé des définitions vides, mais parce que je comprenais des systèmes vivants qui respiraient et saignaient à travers l'histoire. Vous voyez, dit-elle en dessinant des cercles interconnectés, la guerre civile américaine n'était pas une question d'esclavage contre la liberté. Il s'agissait de deux modèles économiques incompatibles qui se battaient pour l'avenir du pays. L'esclavage n'était que la partie visible de l'iceberg. Chaque séance révélait des couches que les professeurs n'avaient jamais mentionnées. Denise n'enseignait pas des faits. Elle enseignait comment réfléchir à travers la complexité, comment voir des schémas là où d'autres ne voyaient que le chaos. « Savez-vous pourquoi votre père est un général respecté » m'a-t-elle demandé lors de notre 5e séance. « Parce qu'il a gagné des guerres. Parce qu'il a appris à voir des systèmes là où d'autres ne voyaient que des batailles isolées. Cette même capacité est en vous, Gabriel. Il avait juste besoin de quelqu'un qui parle son langage. » Mes notes se sont améliorées. Pas de façon spectaculaire, mais régulièrement. Je suis passé de 0 absolus à des C honorables, puis à quelques B occasionnels. Les professeurs ont commencé à remarquer des changements. Le colonel Peterson a mentionné des progrès inattendus et intrigants pendant les cours. Mais dans le système militaire, les changements soudains suscitent la méfiance, comme des signaux d'alarme. Au cours de cette période de croissance, j'ai réalisé que quelque chose de plus profond était en train de se produire. Je n'étais pas seulement en train d'apprendre l'histoire. Je découvrais comment mon esprit fonctionnait réellement. Comment il traitait les informations par couches, créait des connexions que les autres ne voyaient pas. Ta dyslexie est une caractéristique, pas un défaut, m'a expliqué Denise alors que je parvenais enfin à lire un chapitre entier sans frustration. Les esprits comme les nôtres voient des schémas que les autres ne voient pas. C'est pourquoi les systèmes nous craignent. Ils nous craignent. Gabriel, trouves-tu que c'est une coïncidence si tant de personnes neurodivergentes sont marginalisées ? Que tant d'esprits brillants qui pensent différemment soient étiquetés comme problématiques. Cette question a semé une graine qui allait germer en une révélation dévastatrice. Quelques semaines plus tard, le premier soupçon officiel est apparu. Gabriel, m'a dit Peterson après un cours où j'avais répondu correctement à une question sur la stratégie de Lee à Gettysburg, en la reliant aux tactiques modernes de guérilla. Je veux te parler. Mon sang s'est glacé comme de l'eau en hiver polaire. Tes dernières notes ont attiré l'attention de la direction. Une progression soudaine après des mois d'échec total. Il s'approcha, les yeux inquisiteurs comme un radar militaire. Quelqu'un t'aide. J'étudie plus, mentis-je en essayant de garder la voix ferme. Tout seul. Oui, monsieur. Peterson ne me crut pas. Je le voyais dans ses yeux plissés, dans la façon dont il tapotait la table du bout des doigts comme un métronome de guerre. Gabriel, le tutorat non autorisé est une violation grave du code d'honneur académique. Si je découvre que quelqu'un interfère de manière irrégulière dans ton développement. La menace resta en suspens comme de la fumée de poudre, dense et suffocante. Mais la pression ne s'arrêta pas là. Les jours suivants, d'autres professeurs ont commencé à poser des questions. Des commentaires sur ma transformation soudaine. Des regards inquisiteurs dans les couloirs. Comme si j'étais une énigme militaire à déchiffrer. Cet après-midi-là, j'ai cherché Denise, paniquée mais contrôlée. Ils ont des soupçons. M'a-t-elle dit, haletante. Peterson sait que quelqu'un m'aide. Et il n'est pas le seul. Toute l'administration est à l'affût. Denise a arrêté de ranger les livres, ses mains immobiles comme des statues. C'était prévisible. Les systèmes n'aiment pas quand les pièces qui sont censées tomber en panne commencent à fonctionner parfaitement. Elle m'a regardé avec une intensité laser. La question est, vas-tu abandonner maintenant que tu découvres ton véritable potentiel ? Je ne peux pas perdre l'académie. Mon père me tuerait. Ton père est déjà en train de te tuer à petit feu, répondit-elle avec une gentillesse brutale. Choisis, mourir en essayant d'être qui ils veulent que tu sois, ou vivre en découvrant qui tu es vraiment. Ces mots me frappèrent comme de vraies balles. Mais si on nous attrape ? Quand on nous attrapera, corrigea-t-elle avec une précision militaire. Parce qu'ils nous attraperont. Les systèmes sont équipés de capteurs sophistiqués pour détecter les changements non autorisés. La question est de savoir si nous sommes prêts pour la guerre qui s'annonce. Denise se leva et marcha jusqu'à la fenêtre embuée, l'esprit confus. Gabriel, tu penses que ton seul vrai problème était d'apprendre à lire. Comment ça ? Tu as grandi en croyant que tu valais moins parce que ton cerveau fonctionne différemment. Mais si je te disais qu'il y en a des centaines de milliers comme toi, des esprits brillants systématiquement réduits au silence parce qu'ils ne rentrent pas dans le moule imposé, elle se tourna vers moi, les yeux brillants d'une lueur révolutionnaire.
Et si je te disais qu'il y a une raison calculée pour laquelle le système préfère rejeter les talents plutôt que d'adapter ses méthodes? Qu'il existe une machine conçue pour maintenir le pouvoir concentré? Mon esprit a fait des connexions à toute vitesse, comme des feux d'artifice. Tu parles d'une conspiration. Je parle de préservation du pouvoir par l'exclusion systématique. Les systèmes éducatifs n'existent pas pour développer le potentiel humain maximal. Ils existent pour créer une conformité obéissante. Quand quelqu'un comme toi découvre qu'il peut penser différemment et mieux, cela remet en question toute la structure de l'autorité. Ces mots résonnèrent comme une révélation biblique. C'est pour ça qu'ils m'ont détruite dans l'armée. Pas parce que j'ai remis en question des ordres spécifiques. Parce que mon existence remettait en question tout le système. Une femme noire avec de meilleures stratégies que des hommes blancs privilégiés? Absolument inacceptable pour l'ordre établi. Denise a pris un autre livre. Pas un livre militaire cette fois-ci. De la sociologie appliquée. Tu veux vraiment comprendre ce qui t'arrive? Alors étudions comment les systèmes maintiennent leur pouvoir par l'exclusion systématique des esprits gênants. Au cours des semaines suivantes, mon monde s'est dangereusement et électriquement élargi. Denise m'a montré des statistiques dévastatrices sur le nombre d'esprits brillants perdus chaque année parce que le système éducatif refuse de s'adapter à différentes formes d'apprentissage. Des chiffres choquants sur la manière dont les minorités sont systématiquement découragées d'accéder à des postes de direction. Des données que mon père n'avait jamais mentionnées dans ses analyses stratégiques officielles. Chaque esprit gaspillé est une victoire calculée du statu quo, m'a-t-elle expliqué avec une précision chirurgicale. Chaque jeune qui abandonne en se croyant incapable est une menace potentielle éliminée avant même de s'éveiller. J'apprenais bien plus que l'histoire militaire. J'apprenais l'existence d'une guerre systémique invisible. J'apprenais comment les talents gênants sont neutralisés avant de devenir dangereux pour les structures de pouvoir établies. Mais les guerres ont des conséquences inévitables. Quelques semaines plus tard, je me suis rendu compte que nous étions surveillés. Des regards furtifs dans les couloirs. Des professeurs qui chuchotaient à mon passage. Comme si j'étais une énigme militaire qui devait être déchiffrée de toute urgence. La pression montait comme une chaudière sur le point d'exploser. Un matin de décembre, je suis arrivé à la bibliothèque et j'ai trouvé Denise qui m'attendait, le visage grave comme une pierre tombale. Ils savent, Gabriel. Mon estomac s'est retourné comme un avion en chute libre. J'ai reçu une convocation officielle de la direction. Interrogatoire sur des activités non autorisées avec des élèves. Elle a pris une grande inspiration, comme un plongeur avant de plonger dans l'abîme. Quelqu'un nous a vus. Quelqu'un a fait un rapport officiel. Qu'est-ce qu'on fait? Tu continues à faire comme si rien n'avait changé. Tu reprends tes notes médiocres intentionnellement. Tu agis comme si notre conversation n'avait jamais eu lieu. Et toi? Je me prépare à la guerre que j'ai toujours su qu'il y aurait. La guerre que je suis venu ici pour mener. Denise rangea ses livres une dernière fois, comme un général préparant ses troupes pour la bataille finale. Gabriel, tu crois que c'est pour que tu apprennes à lire? J'ai secoué la tête, confus comme un soldat perdu. Il s'agit de prouver que des esprits comme les nôtres ne peuvent pas être brisés définitivement. Que les systèmes peuvent nous réduire au silence temporairement, mais pas nous vaincre définitivement. Si vous suivez cette histoire de résistance contre des systèmes oppressifs et que vous voulez voir comment David peut vaincre Goliath lorsqu'il dispose des bonnes armes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Car ce qui va suivre montrera que certaines batailles ne se gagnent pas sur les champs de bataille officiels, mais dans les espaces où la vérité résonne plus fort que n'importe quelle autorité établie. Elle m'a remis une enveloppe scellée, les mains légèrement tremblantes, et m'a chuchoté « Quand tout explosera, et ça explosera comme une bombe atomique, ouvre ça. Mais seulement quand il n'y aura plus de retour en arrière possible. » Certaines révélations brûlent les ponts pour toujours et transforment les enfants en révolutionnaires. Lorsque des systèmes puissants se sentent menacés, ils n'attaquent pas en avertissant. Ils attaquent pour détruire complètement. 3 jours après ma conversation avec Denise, l'explosion a eu lieu. Je me suis réveillé avec mon père qui frappait à la porte comme un martelage militaire. Pas de bonjour, pas de délicatesse. Seule sa voix qui commandait des armées rompait le silence matinal. Gabriel. Maintenant. Bureau. Je descendis les escaliers avec l'enveloppe de Denise brûlant dans la poche de mon pyjama. Mon père m'attendait, en uniforme impeccable même à 6 heures du matin, tenant un dossier officiel portant le sceau de l'académie. Assieds-toi. J'obéis comme un soldat devant la cour martiale. J'ai reçu un appel intéressant du commandant Harrison. Il semble que tu fréquentes des personnes peu recommandables. Mon sang se glaça instantanément. Une femme de ménage. Denise Washington. Il prononça son nom comme s'il s'agissait d'une maladie contagieuse.
Ancienne militaire démobilisée pour insubordination. Nous avons découvert qu'elle influençait des cadets sans autorisation. Le dossier s'ouvrit, révélant des photos. Denise et moi à la bibliothèque. En train de discuter dans les couloirs. Les livres cachés dans son chariot. Des preuves recueillies comme dans une opération d'espionnage militaire. Elle a été renvoyée ce matin. Escortée hors de la propriété. Bannie à vie de toute installation militaire américaine. Les mots m'ont frappé comme de vraies balles. Mais toi, Gabriel, tu as le choix. Mon père s'est penché sur la table, ses yeux bleus transperçant mon âme. Tu peux continuer à être mon fils et un Stone, suivant le chemin que des générations d'hommes honorables ont tracé. Ou tu peux suivre cette femme à problème et découvrir ce qui arrive à ceux qui défient l'autorité établie. Silence. Choisis maintenant. La famille ou la rébellion. Je l'ai regardé. Le héros national. L'homme qui avait sauvé des vies, défendu des libertés, bâti un héritage d'honneur militaire. Et pour la première fois, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais remarqué auparavant. La peur. La peur que son fils puisse penser différemment. La peur de perdre le contrôle. La peur que des questions gênantes puissent ébranler les structures qu'il avait juré de protéger. J'ai besoin de temps pour réfléchir, murmurai-je. Il n'y a pas de temps. La décision doit être prise maintenant. Je montai dans ma chambre, les mains tremblantes. Je verrouillai la porte. Je pris l'enveloppe de Denise. Quand tout explosera, avait-elle dit. Tout avait explosé. J'ouvris l'enveloppe avec des doigts qui semblaient déconnectés de mon corps. À l'intérieur, j'ai trouvé quelque chose qui a bouleversé tout ce que je pensais savoir sur ma propre existence. Ce n'était pas seulement une lettre. C'était un dossier complet. Sur la première page, une photo qui m'a fait douter de la réalité. Mon père, jeune lieutenant, lors d'une cérémonie militaire. À ses côtés, une femme noire en uniforme d'officier. Souriante. Enlacée comme des compagnons d'armes. La femme était Denise. 25 ans plus jeune. La lettre expliquait tout avec une précision chirurgicale. Gabriel, si tu lis ceci, cela signifie que ton père a pris la décision que j'attendais. La même décision qu'il a prise il y a 15 ans lorsqu'il a choisi le silence plutôt que la justice. Oui, je connaissais Marcus Stone. Nous avons servi ensemble. Je lui ai sauvé la vie à 3 reprises en Irak. Il m'a sauvé la mienne 2 fois. Nous étions plus que des collègues. Nous étions une famille de guerre. Jusqu'au jour où j'ai découvert des preuves que des officiers supérieurs vendaient des informations à des groupes terroristes. Des vies américaines sacrifiées pour le profit. Lorsque j'ai apporté des preuves à Marcus, il m'a demandé de me taire. Pour le bien de l'institution, m'a-t-il dit. Quand j'ai refusé et que j'ai transmis les preuves à mes supérieurs, c'est Marcus qui a fourni la justification technique de mon licenciement. Pas pour trahison envers les États-Unis. Pour trahison envers le club de privilégiés qui protège la corruption systémique. Votre père n'est pas un méchant, Gabriel. Il est le produit d'un système qui récompense la loyauté plutôt que la vérité. Comme des millions d'autres qui choisissent la conformité plutôt que la justice. Mais tu as quelque chose qu'il a perdu, la capacité de voir les systèmes avec clarté. Ta dyslexie n'est pas un handicap. C'est une perspective différente qui peut briser les normes que d'autres considèrent comme normales. Si tu choisis cette voie, sache que ce ne sera pas facile. Les systèmes ne pardonnent pas aux traîtres. Mais sache aussi que tu n'es pas seul. J'ai joint une liste de contacts. Des gens comme nous. Des esprits brillants réduits au silence pour avoir osé remettre en question l'autorité. Des professeurs licenciés. Des chercheurs censurés. Des militaires démis de leurs fonctions. Un réseau invisible de résistance intellectuelle. La question n'est pas de savoir si vous pouvez vaincre le système à vous seul. La question est de savoir si vous avez le courage de rejoindre ceux qui se battent déjà. Mon esprit explosait de connexions comme des feux d'artifice dans mon cerveau. Denise n'était pas apparue dans ma vie par hasard. Elle était venue spécialement pour moi. Parce qu'elle connaissait mon père. Parce qu'elle savait que je portais en moi un potentiel qui était systématiquement détruit. Et mon père? Il savait exactement qui elle était depuis le premier jour. La deuxième page contenait la liste promise. Des noms, des professions, des lieux. Un réseau clandestin de personnes brillantes qui avaient été poussées vers les marges pour avoir osé remettre en question les systèmes établis. Des professeurs d'université travaillant désormais comme serveurs. Des scientifiques brillants nettoyant des bureaux. Des stratèges militaires conduisant des taxis. Des talents systématiquement gaspillés parce qu'ils avaient posé des questions dérangeantes. La troisième page était un plan. Pas de vengeance. De révélation. Gabriel, ton père organise une conférence militaire nationale la semaine prochaine.
Des généraux de tout le pays. Les médias nationaux. Des discussions sur l'avenir de l'éducation militaire américaine. Si tu veux vraiment honorer ce que représente ta famille, non pas la conformité, mais le courage, c'est ta chance. Sers-toi de ta position. Sers-toi de ton nom. Sers la plateforme que ton privilège t'a donnée. Raconte la vérité sur les esprits gaspillés. Sur les systèmes qui préfèrent la conformité à l'excellence. Sur le nombre de talents américains qui sont perdus parce qu'ils ne rentrent pas dans des moules standardisés. Pas pour détruire ton père. Pour le sauver d'un système qu'il a transformé en gardien des injustices qu'il a autrefois combattues. Le choix vous appartient. Un silence rassurant ou une vérité dangereuse. Mais n'oubliez pas, certains ponts doivent être brûlés pour que de meilleures voies puissent être construites. J'ai fermé le dossier, les mains tremblantes comme des feuilles dans une tempête. Denise avait tout planifié. Depuis notre première rencontre jusqu'à cet instant. Elle savait que le système tenterait de nous séparer. Elle savait que mon père choisirait la loyauté institutionnelle plutôt que la vérité dérangeante. Et elle savait que je devrais choisir entre être un fils obéissant ou un agent du changement. La conférence était dans 4 jours. 4 jours pour décider si je continuerais à être Gabriel Stone, le fils raté d'un général respecté, ou si je deviendrais quelque chose de complètement différent. Quelqu'un prêt à utiliser ses privilèges pour amplifier les voix réduites au silence. Si vous réalisez que cette histoire va bien au-delà de celle d'un jeune garçon qui apprend à lire, et que vous voulez découvrir comment le privilège peut être transformé en outil de justice, n'oubliez pas de vous abonner. Car ce qui va suivre vous montrera que certaines des victoires les plus importantes sont remportées lorsque nous utilisons précisément les armes que le système nous a données. J'ai rangé le dossier et je me suis regardé dans le miroir. Pour la première fois, je ne voyais pas le fils raté d'un général. Je voyais quelqu'un qui avait suffisamment de pouvoir pour faire entendre des vérités que d'autres tentaient de faire taire. La question était: aurais-je le courage d'utiliser ce pouvoir contre le système même qui m'avait créé? Quand on grandit en apprenant que l'honneur, c'est l'obéissance, découvrir que le véritable honneur, c'est le courage de remettre en question, peut détruire des mondes entiers. 4 jours plus tard, le centre des conventions militaires de Washington grouillait d'uniformes étoilés et de médailles étincelantes. L'élite militaire américaine était réunie pour discuter de l'avenir de l'éducation nationale. Généraux, amiraux, ministres, journalistes prestigieux. Le pouvoir américain concentré dans une seule salle. Mon père dirigeait tout comme le chef d'orchestre d'une symphonie militaire. J'étais au fond de l'auditorium, vêtu de mon uniforme de l'académie, portant le poids d'une décision qui allait tout changer. Dans ma poche, les pages du dossier de Denise. Dans mon esprit, les échos de 17 années d'échecs qui prenaient enfin tout leur sens. « Mesdames et messieurs », annonça le général Stone au micro, sa voix résonnant comme un ordre divin. Aujourd'hui, nous allons discuter de la manière de garantir que nos institutions militaires continuent à former les dirigeants que notre nation mérite. Applaudissements polis. Visage sérieux. La machine du pouvoir fonctionnant en parfaite harmonie. C'était exactement le moment que Denise avait prévu. Pendant la première heure, j'ai entendu des discours sur l'excellence, la tradition et les méthodes éprouvées. De beaux mots qui cachaient une réalité brutale. Des esprits brillants mis au rebut parce qu'ils ne correspondaient pas à des modèles anciens. Lorsque le moment est venu de poser des questions, ma main s'est levée comme un drapeau de guerre. Mon père m'a vu. Ses yeux se sont plissés comme le viseur d'un fusil. « Oui », a-t-il dit, clairement sans choix devant les caméras. Le jeune homme au fond. Je me suis levé, les jambes tremblantes comme des feuilles dans une tempête, mais ma voix trouvait sa force dans chaque mot de Denise gravé dans ma mémoire. « Général Stone », ai-je commencé, et j'ai senti toute la salle se tourner vers moi. « J'aimerais vous poser une question sur le gaspillage des talents. » Silence absolu. Même les caméras semblaient retenir leur souffle. Combien de brillants esprits notre institution perd-elle chaque année parce qu'ils traitent l'information différemment? Combien de futurs stratèges sont écartés parce qu'ils sont dyslexiques, atteints de TDAH ou simplement parce qu'ils pensent hors des normes établies? Des murmures ont commencé à se répandre dans l'auditoire comme des vagues sur un lac agité. Mon père a tenté de contrôler la situation. « Jeune homme, je pense que ce n'est pas le moment approprié pour… » En fait, les jeux interrompus, trouvant un courage que je ne me connaissais pas, je pense que c'est exactement le moment. Parce que je parle d'esprit américain gaspillé par un système qui privilégie la conformité à l'innovation. J'ai pris les pages du dossier. Je m'appelle Gabriel Stone. Oui, je suis le fils du général Stone. Et pendant 17 ans, j'ai cru que j'étais un raté parce que je suis dyslexique. J'ai échoué à tous mes examens, jusqu'à ce que quelqu'un m'apprenne que mon esprit n'était pas défectueux. Il était simplement différent. L'auditorium était plongé dans un silence de mort. Les caméras se sont braquées sur moi comme des projecteurs d'interrogatoire.
Cette personne était l'ancienne colonel Denise Washington. L'un des esprits stratégiques les plus brillants qui ait jamais servi ce pays. Une femme qui a sauvé la vie de mon père à plusieurs reprises en Irak. J'ai vu mon père pâlir comme un fantôme. Une femme qui a été réduite au silence parce qu'elle a osé dénoncer la corruption. Qui a été contrainte de travailler comme femme de ménage parce qu'elle a remis en question des officiers qui vendaient des informations à des terroristes. Explosion de murmures. Les généraux se regardaient. Les journalistes prenaient frénétiquement des notes. Denise Washington m'a appris que la dyslexie n'est pas un handicap. C'est une perspective différente. Steve Jobs était dyslexique. Richard Branson aussi. George Patton. Des esprits qui voient des schémas là où d'autres ne voient que le chaos. J'avais désormais toute l'attention de la salle. Le pouvoir absolu entre les mains d'un jeune homme de 17 ans. Mais je ne suis pas ici pour parler uniquement de moi. Je suis ici parce que j'ai découvert quelque chose de bouleversant. J'ai pris la liste que Denise avait préparée. Il y a des centaines d'anciens militaires brillants qui travaillent comme agents d'entretien, serveurs, chauffeurs. Non pas parce qu'ils sont incompétents, mais parce qu'ils ont posé des questions qui dérangeaient. Parce qu'ils ont refusé d'accepter la corruption comme une norme. Les caméras alternaient désormais entre mon père et moi, capturant chaque micro-expression de panique grandissante. Si vous voyez comment un esprit jeune peut utiliser ses privilèges pour amplifier les voix réduites au silence, c'est le moment de vous inscrire, car ce qui va suivre va montrer que confronter son propre père devant toute la nation peut être l'acte le plus patriotique qu'une personne puisse accomplir. Général Stone, ai-je poursuivi en regardant mon père droit dans les yeux, vous connaissiez Denise Washington personnellement. Elle vous a sauvé la vie. Pourquoi ne l'avez-vous pas sauvée quand elle en avait besoin? Silence de mort. Pourquoi avez-vous choisi de protéger un système corrompu plutôt que de protéger une soldate courageuse? Mon père luttait visiblement pour garder son sang-froid. Des décennies de contrôle militaire contre 17 ans de douleur paternelle explosant en temps réel. Gabriel, dit-il dans le micro, la voix tremblante pour la première fois de sa vie, tu ne comprends pas les complexités. Je comprends parfaitement, l'interrompis-je. Je comprends que les systèmes préfèrent gaspiller les talents plutôt que d'admettre leurs erreurs. Je comprends qu'il est plus facile de faire taire les lanceurs d'alerte que d'affronter des vérités dérangeantes. Je levai la dernière page du dossier. Messieurs les généraux, dames et messieurs de la presse, j'ai ici une liste de talents américains gaspillés. Des personnes qui pourraient renforcer notre sécurité nationale, mais qui nettoient les sols parce qu'elles ont osé remettre en question l'autorité. La salle a explosé. Les généraux se sont levés. Les journalistes se sont précipités vers leur téléphone. Les caméras ont capturé le chaos en temps réel. Mais je n'avais pas fini. Je ne suis pas venu ici pour détruire qui que ce soit. Je suis venu pour sauver des talents qui peuvent encore être sauvés. Pour suggérer que la véritable force militaire vient d'esprits divers qui pensent différemment, et non de soldats identiques qui suivent aveuglément les ordres. Mon père s'est finalement levé, s'est éloigné du micro et s'est dirigé vers moi. Le général Marcus Stone, héros national, s'approchant de son propre fils qui venait d'exposer les contradictions de toute une vie. Quand il s'est approché suffisamment pour que je sois le seul à l'entendre, il m'a murmuré. « Tu viens de détruire tout ce que notre famille a construit. » J'ai regardé dans les yeux bleus qui m'avaient intimidé pendant 17 ans et j'ai répondu. « Non, papa. Je viens d'honorer tout ce que notre famille devrait représenter. » L'auditorium était en pandémonium. Les agents de sécurité tentaient de contrôler la foule. Les journalistes criaient des questions. Les généraux discutaient avec urgence. Au milieu du chaos, le père et le fils se faisaient face, représentant de deux mondes incompatibles. L'un défendait les systèmes établis. L'autre luttait pour de meilleurs systèmes. Et pour la première fois de ma vie, ce n'est pas moi qui ai reculé le premier. Certaines victoires ne se mesurent pas en trophées ou en médailles. Elles se mesurent au nombre de voix réduites au silence qui parviennent à résonner à travers les générations. Ce qui s'est passé après cette conférence a dépassé toutes les attentes que Denise ou moi aurions pu imaginer. Les vidéos de mon discours sont devenues virales en quelques heures, traversant les frontières et les langues. #talento desperdiçado, talent gaspillé, est devenu un sujet tendance nationale pendant 3 jours consécutifs. Des dizaines d'anciens militaires ont commencé à s'exprimer publiquement, racontant leurs propres histoires de silence systématique et de talent gaspillé à cause de préjugés institutionnels. Mais la conséquence la plus importante, celle qui allait tout changer pour toujours, Denise Washington a reçu un appel qui a transformé des décennies d'injustice en une opportunité en or. Pas de n'importe quelle organisation. De l'Université Columbia, l'une des plus prestigieuses au monde. Elle lui offrait une chaire complète en stratégie militaire et analyse systémique. Avec un salaire complet, des avantages sociaux,
son propre laboratoire et une liberté académique totale pour mener des recherches sur les thèmes qui lui avaient coûté sa carrière militaire. Un jeune de 17 ans a réussi en 15 minutes ce que je n'ai pas réussi en 15 ans de lutte silencieuse, m'a-t-elle dit lorsque nous nous sommes revus 2 semaines plus tard, les larmes de gratitude brillant dans ses yeux qui avaient vu tant de souffrance. Faire en sorte que le système non seulement écoute, mais agisse. Nous étions à l'endroit même où tout avait commencé. La bibliothèque abandonnée de l'académie, qui avait désormais été officiellement transformée en Centre d'apprentissage adaptatif Gabriel Stone, un espace dédié exclusivement aux étudiants présentant différents types de processus neurologiques. Ce n'était pas seulement moi, ai-je répondu, ressentant une humilité sincère pour la première fois de ma vie. C'est vous qui avez semé toutes les graines du courage. Je n'ai fait que profiter du terrain privilégié que le destin m'a donné pour faire pousser ces graines. Denise a souri avec cette fierté maternelle que je n'aurais jamais pensé mériter. Tu sais ce qui a vraiment fait la différence, Gabriel? Tu as compris quelque chose qui prend des décennies à certaines personnes. Le privilège n'est pas une faute dont il faut avoir honte. C'est une responsabilité sacrée. La responsabilité d'utiliser ta position pour donner une voix à ceux qui n'en ont pas dans la société. Les changements ont dépassé tout ce que nous aurions pu imaginer. L'Académie a mis en place des méthodes d'enseignement entièrement nouvelles pour les élèves neurodivergents, a embauché des spécialistes de différentes formes d'apprentissage et a créé des programmes adaptatifs qui reconnaissent que l'intelligence se présente sous de nombreuses formes. 5 enseignants ont été licenciés pour des pratiques discriminatoires documentées au fil des années. 23 anciens militaires talentueux ont non seulement été réintégrés, mais également promus à des postes correspondant à leurs capacités réelles et extraordinaires. Le Pentagone a créé une commission spéciale chargée d'examiner les cas de discrimination à l'encontre des militaires neurodivergents. 3 universités ont lancé des programmes spécifiques pour identifier et développer des talents qui avaient été systématiquement ignorés. Mais le changement le plus profond, celui qui a touché mon âme de manière irréversible, s'est produit à la maison. Mon père est venu me voir 3 semaines après la conférence qui a changé nos vies. Pas en tant que général Stone, héros national et icône militaire. En tant que Marcus, un homme de 52 ans confronté à des décennies de décisions qui le hantaient comme des fantômes de guerre. Tu avais raison, m'a-t-il dit, assis à la même table où il m'avait forcé à choisir entre ma famille et la vérité. À propos de Denise. À propos du système. À propos de moi. À propos de tout ce que j'ai refusé de voir par orgueil et lâcheté. Ses mains tremblaient légèrement, ce que je n'avais jamais vu de toute ma vie, même lorsqu'il parlait de combats réels en Irak. Quand j'étais jeune, avant toutes ces étoiles sur ma poitrine, je remettais tout en question, comme tu le fais maintenant. Mais système après système, compromis politique après compromis politique, choix lâche après choix lâche, je suis progressivement devenu le gardien des mêmes injustices que j'avais juré de combattre. Il m'a regardé avec des yeux qui reflétaient des décennies de regrets non assumés. Denise Washington m'a littéralement sauvé la vie en Irak. 3 fois. Elle a tout risqué pour moi. Et quand elle a eu besoin que je risque quelque chose pour elle, quand elle a eu besoin que je sois courageux, j'ai choisi de sauver ma carrière plutôt que de sauver une amie. C'est la vérité que je porterai en moi pour le reste de mes jours. À ce moment de vulnérabilité paternelle absolue, j'ai compris quelque chose que Denise avait essayé de m'enseigner depuis notre première rencontre. Les systèmes oppressifs ne sont pas des entités abstraites flottant dans l'éther. Ils sont composés de personnes réelles qui font des choix réels tous les jours. Et lorsque des personnes courageuses décident de faire des choix différents, des choix inconfortables, des systèmes entiers peuvent être transformés de fond en comble. Papa, ai-je dit, sentant le poids de 17 années de frustration et d'incompréhension enfin se dissiper comme la brume matinale, il n'est pas trop tard pour faire les bons choix. Il n'est jamais trop tard pour choisir le courage plutôt que la conformité. Il acquiesça, des larmes qu'un général décoré ne devrait pas verser coulant sur le visage qui avait commandé des armées et pris des décisions qui avaient affecté des nations entières. Je veux t'aider, murmura-t-il d'une voix brisée par l'émotion. Je veux utiliser ce qui reste de mon influence militaire pour réparer tout ce que j'ai contribué à détruire par omission et lâcheté. 2 mois plus tard, le général Marcus Stone annonçait sa retraite anticipée afin de se consacrer entièrement à une nouvelle mission personnelle, créer une fondation nationale pour identifier et développer les talents neurodivergents dans les institutions militaires, éducatives et corporatives américaines. La première personne embauchée comme directrice académique et vice-présidente exécutive, le docteur Denise Washington, qui a enfin obtenu la reconnaissance et le pouvoir qu'elle a toujours mérité. Aujourd'hui, 2 ans après ce moment décisif, notre fondation Stone Washington a déjà identifié et soutenu activement plus d'1 millier de jeunes qui étaient systématiquement écartés par des systèmes éducatifs rigides et discriminatoires. Chaque réussite est une victoire personnelle contre des décennies de talents gaspillés par l'ignorance institutionnelle. Maria, une jeune latina atteinte de dyslexie sévère, étudie désormais l'ingénierie aérospatiale au MIT.
James, un jeune homme noir autiste, a développé un algorithme qui révolutionne l'analyse des données militaires. Sarah, une jeune fille blanche issue d'une famille pauvre et atteinte de TDAH, a créé des méthodes d'enseignement qui sont actuellement mises en œuvre dans 300 écoles. Chaque nom représente un esprit qui a failli être perdu à jamais. Mais la leçon la plus transformatrice que j'ai apprise ne concernait pas la dyslexie, les systèmes corrompus ou les privilèges hérités. Elle concernait la différence fondamentale entre hériter passivement d'un privilège et choisir activement ce qu'on en fait. J'ai grandi en pensant que le privilège était une garantie automatique de succès sans effort. J'ai découvert que le privilège est un outil puissant mais neutre. Et comme tout outil, il peut être utilisé pour construire ou détruire, pour élever les autres ou les opprimer, pour perpétuer des injustices ou créer des changements révolutionnaires. Lorsque nous choisissons consciemment d'utiliser nos privilèges, qu'ils soient liés à la classe sociale, à la race, au genre ou à la position sociale, pour amplifier les voix que le système tente désespérément de faire taire, nous ne trahissons pas notre classe sociale ou notre origine familiale. Nous honorons le meilleur de ce que l'humanité peut offrir au monde. Il y a quelques semaines, une jeune femme m'a abordé après une conférence sur la neurodiversité et la justice éducative à Détroit. Noire, issue d'une famille ouvrière, elle avait été diagnostiquée avec un TDAH sévère et une dyslexie combinée. Ses professeurs lui répétaient depuis des années qu'elle ne serait jamais rien d'autre qu'une source de problèmes et de limitations. « Gabrielle », m'a-t-elle demandé, les yeux brillants d'espoir et de peur, « comment avez-vous trouvé le courage d'affronter votre propre père devant tout le pays? Comment quelqu'un peut-il trouver la force de brûler les ponts familiaux au nom de la vérité ?» Je l'ai regardée et j'ai vu Denise à 20 ans. Je me suis vu à 17 ans. J'ai vu des millions de talents extraordinaires qui n'attendaient que quelqu'un croie en leur potentiel infini. Parce que j'ai compris quelque chose qui a changé ma vie, ai-je répondu, me souvenant des paroles que Denise m'avait enseignées. Certaines ponts doivent vraiment être brûlés pour que des chemins meilleurs et plus justes puissent être construits pour les générations futures. Et parce que j'ai découvert que le vrai courage n'est pas l'absence totale de peur. C'est faire exactement ce qui est juste malgré la peur, malgré les conséquences, malgré le prix à payer personnellement. Si cette histoire vous a appris quelque chose sur l'utilisation consciente de votre privilège pour amplifier la voix de ceux qui ont désespérément besoin d'être entendus, sur la transformation des obstacles personnels en force collective, sur la façon dont les enfants peuvent apprendre à leurs parents à être les héros qu'ils auraient toujours dû être, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Car des histoires comme celle-ci prouvent chaque jour qu'un seul acte de courage individuel peut créer des ondes sismiques de changement qui transforment des générations entières et redéfinissent ce que signifie le véritable honneur. Aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir chaque matin, je ne vois plus le fils raté d'un général respecté. Je vois quelqu'un qui a appris la leçon la plus importante de la vie. Notre véritable force en tant qu'être humain ne vient pas de nos origines ou de notre héritage, mais des choix conscients que nous faisons chaque jour pour élever ceux qui sont opprimés autour de nous. Et c'est une force transformatrice qu'aucun système, aussi puissant soit-il, ne peut réduire au silence de manière permanente.